Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et aujourd'hui, on commence avec Louise Marie. Louise Marie, tu viens nous parler de board member dans les startups. Et oui, tout à fait. Et donc là, c'est le moment où je partage. Exactement. Effectivement, je vais vous parler de board member indépendant dans les startups et plus largement de mettre en place un board en startup. Hop, on est là pour une gouvernance plus efficace. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Moi, je suis Louise Marie Véron, je suis cofondatrice de Board Project, qui est un collectif d'administrateurs indépendants qui sont partis du constat qu'il y avait eu pas mal de problèmes ces dernières années, notamment dans le milieu des startups et scale-up, et que sur le sujet de la gouvernance en France, on était encore un peu en retard, et qu'il serait pertinent de renforcer cette partie-là dans les structures en forte croissance, notamment en France. C'est pour ça qu'on s'est lancé. Donc, je vous inviterai à aller voir le site www.boardproject.com pour plus de détails. Et nous, voilà, on est parti de ce constat-là. Là, je vous fais une citation qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Au cours de ma carrière, je n'ai jamais été témoin d'une défaillance aussi absolue des contrôles à tous les niveaux d'une organisation, depuis l'absence d'état financier jusqu'à l'échec total de tout contrôle interne et de toute forme de gouvernance. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette citation quelque part. Ça vient pas de France, ça vient des États-Unis. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai un bug quand je suis... Ah non, c'est bon. Bon. C'est l'avocat qui a été désigné pour faire le retournement et la reprise de FTX quand il y a eu cette gros scandale dans les crypto-monnaies, donc en 2022. Et donc, il parle déjà à ce moment-là d'un problème de gouvernance. Et nous, ça fait vraiment partie des sujets qui nous ont animés dans l'objectif de lancer Board Project. Les freins fréquents qu'on voit sur ces sujets de gouvernance, nous aujourd'hui en France et notamment dans les startups et scale-up, ils sont de plusieurs. Il y en a qui se disent que c'est que pour les grands groupes. Effectivement, c'est obligatoire que pour les boîtes cotées en France. On ne veut pas perdre notre agilité. Je veux pas qu'on discute de mes décisions. Je veux pas exposer mes problèmes. Ça fait perdre du temps en réunion et reporting. Et ça coûte cher s'il faut potentiellement rémunérer des administrateurs indépendants et rien qu'en organisation, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment dans les startups et scale-up, sachant qu'en plus, en France, on a ce statut de SAS qui fait qu'on n'a pas besoin, en fait, juridiquement, de créer une gouvernance spécifique. Et c'est un merveilleux statut, mais qui fait que du coup, en termes de structuration, surtout dans le milieu startup, on met du temps avant de mettre des choses en place. Avant de venir dire pourquoi et comment surtout structurer un board qui nous paraisse efficace, je voudrais revenir un petit peu sur la notion de gouvernance. Donc, vous le connaissez, je pense, très bien chez Melsion, mais en gros, il y a trois grands piliers dans la gouvernance qu'on appelle le pouvoir exécutif, opérationnel, en gros, les dirigeants et le comité de direction, ils veulent. Ce qu'on appelle le pouvoir souverain ou actionnarial, donc les actionnaires de la boîte. Attention, ces trois pouvoirs peuvent être unis en une seule personne, hein, dans les boîtes que vous accompagnez, évidemment. Et ce qu'on appelle ensuite le pouvoir de surveillance, qui peut notamment être matérialisé par les administrateurs indépendants dans les structures plus formalisées. Et vraiment, une gouvernance équilibrée en termes de prise de décision et de pérennité de la boîte, c'est lorsque ces trois pouvoirs sont représentés, sont lisibles entre les uns et les autres et idéalement sont indépendants. Euh, Même si je sais qu'il peut y avoir des débats là-dessus et peut-être même au sein de Melsion. Et donc, comment ça se fait, en tout cas dans les petites structures que nous, on peut accompagner? Ce que j'appelle un peu la board story. En général, on commence par, quand on est une startup, par un incubateur, par des conseils, un coach, un mentor. Ensuite, progressivement, on met en place un comité stratégique euh, ou ce qu'on appelle aussi un advisory board. Puis un conseil d'administration quand on se structure, un conseil de surveillance ou de directoire dans certaines situations. Et parfois, même quand on va plus loin, quand on a fait un IPO, qu'on est entré en bourse, etc., on met en place des comités techniques. Donc ça, c'est la première partie, c'est ce que j'appelle plutôt la proto-gouvernance.
Ça, c'est vraiment quand on est en early stage, en général, avant une levée. La deuxième partie se met plutôt en place quand on est en phase de précide de série A et de série B. C'est souvent quand il y a des investisseurs qui rentrent au capital que ces choses-là se créent. Et puis quand on passe en série C, puis en IPO, où là, on peut mettre en place des comités plus spécifiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire que toute cette partie proto-gouvernance, elle est intéressante à mettre en place avant qu'il y ait des investisseurs qui arrivent. Et parfois, ça peut être juste une personne externe, comme peut le faire potentiellement Melsion, même si c'est pas exactement le même rôle. Mais parce que ça prépare aussi à cette structuration et à ces rites et ces rythmes qu'on met en place plus tard et qui arrivent un peu de manière obligatoire finalement dans la suite de la board story. Euh, et justement, pourquoi mettre en place un board? Le gros point prioritaire pour nous, c'est de dire qu'il faut anticiper plutôt que subir, puisque un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui peut vous demander de structurer un board. En général, ça vient par les investisseurs, mais ça peut être aussi quand vous faites une intro sur le marché, parce que là, vous devenez une SA, en tout cas en France, et donc là, vous n'avez plus le choix de créer une gouvernance très spécifique et codée. Ça peut être aussi l'arrivée de nouveaux associés qui demandent à ce que les choses se structurent différemment. Et ça peut être aussi les salariés. Typiquement, quand on dépasse 50 personnes dans une boîte, il y a des nouvelles obligations légales qui sont mises en place avec notamment un CSE qui peut demander à être partie prenante des instances. Alors, il n'est pas obligé de le faire, hein, il n'est pas obligé d'y être non plus, mais il y a un- il y a une possibilité pour eux d'y assister, il y a des devoirs du dirigeant, et si aucune instance n'existe, il peut être un peu challengé sur ce point-là. Toujours sur la phase d'anticipation, c'est aussi sortir, je vous refais pas l'injure de vous d'expliquer la matrice d'Eisenhower, mais sortir cette partie un peu court terme et arriver à anticiper tous ces sujets que parfois seul ou avec son comité de direction, on a du mal à aller regarder en détail parce qu'on est un peu né dans le guidon. Et donc ce board qui arrive avec une récurrence et avec une hauteur de vue que n'a pas forcément un comité de direction, euh, nous aide aussi dans ces démarches-là, dans cette vision plus long terme qui est indispensable à la réussite et à la pérennité de la boîte. Et puis, sujet très important pour ceux qui vont lever de l'argent, euh, nous-mêmes être achetés ou fusionnés, etc. Euh, le fait d'avoir déjà structuré une proto-gouvernance en amont, c'est hyper intéressant parce que ça permet, ce qu'on constate avec les dirigeants qu'on accompagne sur ces sujets, c'est qu'en fait, ça les met déjà dans une démarche de gouvernance. Et en fait, ils sont beaucoup plus forts au moment où un acteur tiers arrive dans le jeu pour pas imposer les choses, mais avoir un peu plus de marge de négociation. Je m'explique, là j'avais un entrepreneur au téléphone hier qui me disait, bon, moi là je fais une deuxième levée, j'ai de nouveaux investisseurs qui rentrent, j'ai déjà un board avec 5 personnes autour de la table que des investisseurs, il y a des nouveaux qui rentrent qui veulent absolument avoir un siège, j'ai pas réussi à dire non. Du coup, je me retrouve avec un board avec beaucoup trop de monde et avec que des investisseurs, donc qui n'ont une vision que purement investisseur, avec un horizon de sortie, etc. C'est un board qui est pas du tout intéressant. Donc, il faut que je recrée à côté une instance intéressante avec un advisory board, par exemple. Là, moi, quand j'entends ça, ça me pose un problème parce que ça veut dire que quelqu'un. Déjà, je trouve ça chouette, par contre, qu'il veuille mettre quelque chose en place, mais ça veut dire qu'on est dans une situation où le board n'est plus efficace, où il n'apporte avec 10 personnes quasiment autour de la table qu'une seule vision, et où en plus le dirigeant se sent un peu dépossédé d'une instance dont il doit avoir quand même en partie les rênes. Nous, on dit aux dirigeants, il faut que vous managez votre board. Et typiquement, s'il avait anticipé la structuration de ce board en amont de la levée, il aurait pu être plus fort aussi face aux investisseurs en disant, en fait, moi, mon board, c'est 7 personnes ou 6 personnes ou 5. C'est systématiquement un administrateur indépendant, 2 investisseurs, etc. Et tous les investisseurs qui sont en dessous de X%, par exemple, du capital, n'ont pas de siège. Il faut que vous fassiez confiance aux autres pour vous représenter. Il faut qu'on en discute en amont, etc. Mais ils n'ont pas de siège. Et en fait, on se rend compte que quand on attend ces levées pour créer son board, on est beaucoup plus tributaire des demandes des investisseurs, ce qui apporte de la valeur aussi, mais n'est pas suffisant pour nous. Et souvent créer des boards assez frustrants pour les entrepreneurs. Autre point, évidemment, rompre la solitude du dirigeant. Ça, c'est une étude de BPI qui est sortie il y a quelques années et qui, à mon avis, est presque encore plus vraie aujourd'hui. Ils ont listé les raisons, je pourrais vous faire passer la presse, de cette solitude du dirigeant, avec notamment l'incertitude et la complexité croissante de l'environnement et le poids des responsabilités et l'exercice du pouvoir. Et ça, le fait d'avoir un board autour du dirigeant, bah déjà, parce qu'il y a des enjeux aussi décisionnels, vient un peu apaiser
ce poids des responsabilités, ou en tout cas vient l'aider dans le fait de décider avec un regard collectif aussi sur les décisions stratégiques. Et là-dessus, sur la partie décisionnelle, nous, il y a un point qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le fait de limiter les biais cognitifs. Je vous refais là une petite matrice sur les grands biais cognitifs que vous devez connaître très très bien aussi chez Melchion. J'ai repris la segmentation faite par Olivier Sibony dans son livre Vous allez commettre une terrible erreur. Euh, donc vous avez les biais d'interprétation, voilà, biais d'expérience, biais rétrospectifs, etc. Tous des biais qui peuvent s'opposer. D'un côté, les biais d'inertie qui vont nous pousser plutôt à pas trop avancer, et de l'autre, des biais d'action. Au contraire, typiquement, les biais d'investissement sont des deux côtés, mais quand on a déjà beaucoup investi dans un sujet, on va avoir tendance parfois à s'acharner en continuant, parce on se dit, on a déjà mis tout ça, donc il faut continuer, alors que on se perd dans une mauvaise décision. En dessous, les biais d'intérêt qui sont plutôt des biais qui nous font agir dans notre intérêt personnel, et au contraire des biais de groupe qui sont intéressants aussi à bien connaître, surtout dans le cadre d'un board, qui peuvent pousser à tout le monde finalement s'aligner sur le premier qui a parlé, etc. Enfin, tous les biais que vous connaissez. Aujourd'hui, ces biais, on ne peut pas vraiment lutter contre. Ils sont dans notre réalité, on va dire, cérébrale. Et donc, un des moyens de lutter contre, c'est d'être plusieurs autour de la table euh, pour collectivement corriger ces biais individuels et avec des méthodes de prise de décision pour éviter justement les biais de groupe. Et c'est ça, nous, qu'on essaie de travailler dans Board Project, en poussant des administrateurs indépendants qui vont être plus aguerris euh, à ces sujets-là. Euh, et donc, in fine, tout ça, pour nous, c'est une manière de favoriser la réussite et la pérennité de la boîte, en créant une structure qui soit moins fondateur dépendant. Là, typiquement, j'avais une dirigeante aussi que je voyais il y a quelques jours qui me disait, nous, on est deux fondatrices, on est hyper investis dans la boîte, mais là, on va avoir un moment où on va essayer de monter un nouveau projet pour la boîte, et on sent que sur l'historique, il faut que nos C-level prennent plus de pouvoir, etc., et puissent se référer aussi à d'autres instances. Donc, avoir d'autres acteurs autour de la table dans la prise de décision, ça aide aussi sur ces leviers-là, et ça rassure aussi les C-level qui se disent, bon, je ne suis pas juste dépendant d'un fondateur. Justement, ça rassure ces parties prenantes. Ça permet aussi d'acter des sujets parfois compliqués, dans des situations complexes. On l'a beaucoup vu, notamment l'année dernière, hein, il y a eu beaucoup de PSE, de choses comme ça. Parfois, il y a des choses qui ont été décidées trop tardivement, qui ont créé parfois aussi beaucoup de dégâts. Avoir un board qui a un regard un peu plus de recul sur le sujet, et peut dire, attends, là, il faut qu'on acte ça maintenant, et peut-être pas attendre 6 mois pour le faire, parce qu'en fait, on va se retrouver dans le mur. Ça aurait pu aider des situations qui se sont complexifiées par la suite. C'est en lien avec tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'anticipation des risques. Une fois que je vous ai dit tout ça, qui est assez classique, l'idée, c'est de vous partager un petit peu comment bien structurer son board dans des boîtes plutôt early stage, ou en phase de premiers investissements. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est 5 à 7 membres, idéalement, pour faciliter la prise de décision. Mais ça va dépendre effectivement des tours d'investissement, de l'historique et de ce qui a été fait par le passé. Mais encore une fois, un board, ça peut se refaire, ça peut se retravailler. Donc, il ne faut pas penser que quelqu'un qui est rentré dans un board doit y rester toute sa vie. Ça, c'est un truc très important. Il faut un petit peu désamorcer ce sujet-là assez rapidement avec les dirigeants. Juste petite remarque, dans le cadre d'une SAS, moi je recommande vraiment de se faire accompagner d'un avocat, ou de partir de choses existantes, mais pour structurer bien sa gouvernance, parce qu'encore une fois, comme c'est très ouvert, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est important de bien l'anticiper avec un avocat pour éviter les effets de bord potentiels. Quelle composition pour ce membre? Dans les membres opérationnels, il faut vraiment que les dirigeants soient sensibilisés au fait de dissocier la participation aux réunions du board et l'appartenance formelle. Euh, il n'y a pas d'obligation de représentation des salariés au board, etc. Même tous les associés fondateurs à terme ne sont pas obligés d'être au board. C'est même important qu'à un moment, il y en ait un qui en général,
le DG, hein, mais qui va être présent au board et anticiper le fait qu'à un moment, même s'il y a 5 cofondateurs, ils vont peut-être pas tous être au board à terme, parce que ça permet aussi de distinguer les instances de décision entre le codir et le board et de contrôler aussi le management. Sur les investisseurs, instaurer très tôt des règles d'entrée et de sortie à chaque tour, pour donc ce que je disais tout à l'heure, hein, dédramatiser aussi potentiellement une sortie. Et nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de ne pas mettre au bord des investisseurs qui sont en dessous de 10-15%. Et ça à voir en fonction aussi de ce que veut faire le dirigeant, et de le prévenir et de le préparer. Là, typiquement, le dirigeant dont je vous parlais tout à l'heure, c'était un investisseur qui est un gros investisseur, enfin, un investisseur un peu institutionnel, qui avait 8%. Bon, bah, même si c'est un acteur important, etc., il n'est pas forcément obligé d'être autour de la table, quoi. Quelle diversité? Alors, on parle beaucoup de la diversité de genre, donc j'en touche quand même un mot, même s'il n'y a pas que ça dans la diversité, il y a aussi la diversité évidemment, de profils, d'historique, de mindset, etc. En termes de diversité de genre, il n'y a pas d'obligation, hein, dans les SAS. Juste, on peut quand même avoir en tête la perspective de la loi Copé-Zimmermann pour les entreprises de plus de 250 salariés qui impose 40% de femmes dans les boards. Donc, c'est intéressant à avoir en tête dans une perspective de croissance, de se dire qu'un jour, peut-être il faudra quand même qu'il y ait un meilleur équilibre sur ces boards entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est pas le cas, hein. La plupart des boards sont assez peu diversifiés. C'est un sujet d'ailleurs, sur encore une fois, sur cette diversité de genre. Et alors, nous, ce qu'on défend chez Board Project, c'est la présence d'administrateurs indépendants, euh, qui pour nous est super importante. Donc, je vais revenir un petit peu dessus, sur comment on choisit ces administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants, pour moi, ils ont 4 grands rôles récurrents, potentiels et attentes de la part des dirigeants. Un, ils viennent avec potentiellement une expertise métier, une expertise entrepreneuriale, une expertise sectorielle et un rôle de médiateur. J'ai surligné entrepreneurial, parce que c'est celui qui est souvent le plus demandé, en tout cas dans les startups, c'est de dire moi je veux, et d'ailleurs c'est beaucoup les fonds aussi qui poussent à ça quand ils sont sensibilisés au fait de mettre des administrateurs indépendants, ils disent je veux quelqu'un qui a été entrepreneur, si possible qui a géré une forte croissance et idéalement même qui a fait un IPO. Il y a un peu le côté je veux quelqu'un qui a déjà vécu toute la story en fait que je rêve de voir s'appliquer à la boîte dans laquelle j'ai investi, et donc je veux mettre ce type de profil au board. C'est tout à fait pertinent. Attention cependant, nous on met un petit warning là-dessus en disant l'idée n'est pas forcément de plaquer ce qu'on a déjà vécu sur la boîte dans laquelle on rejoint le board. Donc il faut faire attention à ça. En revanche, c'est sûr que le mindset entrepreneurial, la compréhension de ce que vit un entrepreneur est ultra fondamentale. On a trop de cas aussi qui nous sont remontés de board avec des gens qui sont hyper intéressants, qui viennent pour certains de très beaux grands groupes, etc., mais qui sont complètement étrangers à ce que vit une start-up, un dirigeant de start-up, et surtout quand ils sont en forte croissance. Et c'est des gens qui peuvent apporter de la valeur, mais on n'est pas obligé de les mettre au board. Donc, il faut vraiment aller chercher dans les profils des administrateurs indépendants des gens qui sont capables de comprendre la situation de la boîte, et d'avoir les bons réflexes par rapport à ça. Et le deuxième que j'ai surligné, c'est le rôle de médiateur, qui est un peu moins demandé et mis en avant. Mais c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser à cette question. Un administrateur indépendant, c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir équilibrer les choses entre les investisseurs qui sont autour de la table et les dirigeants. Et du coup, nous, cette posture-là aussi et ce mindset-là, pour nous, il est super important. Et on conseille aux gens qui vont rencontrer de potentiels futurs administrateurs de se questionner un petit peu et de les questionner sur cette capacité-là. Donc voilà, moi, en tout cas, ce qu'on met en priorité, nous, dans le choix, et souvent on propose plusieurs profils aux entrepreneurs, c'est vraiment cet esprit entrepreneurial, le fit humain qu'il va y avoir avec les dirigeants, même si, attention, l'administrateur indépendant est aussi là pour venir challenger et pas être toujours d'accord. Évidemment, la bienveillance, la franchise et le côté capacité à avoir un relationnel très multiple avec des parties prenantes différentes. Nous, vraiment, ça, on trouve que faire rentrer quelqu'un dans la vie d'une boîte plus tôt, avant même qu'il y ait un board structuré, c'est super parce que ça crée un premier lien qui n'est pas celui d'avec les investisseurs. Donc, on recommande vraiment ça. Comment on manage ces administrateurs indépendants? Parce que nous, c'est quand même le cœur de ce qu'on pousse, hein. Déjà, de préciser les engagements et les attentes.
Ne pas hésiter à se donner une feuille de route. Un administrateur indépendant et surtout dans une boîte en croissance, il n'est pas là pour s'installer autour de la table du board juste une fois tous les 2 mois et puis entre-temps, il se passe rien. C'est important qu'ils se sentent engagés aussi dans la vie de la boîte sans être opérationnels, mais de travailler aussi ensemble sur quels sont les sujets sur lesquels on a envie d'avancer, sur lesquels on attend un regard de ce board member. C'est important. On recommande aussi de fixer des durées de mandat. La reco un peu classique, c'est 2 ans renouvelables pour une startup. Pour un mandat qui soit entre 3 et 5 ans, voilà. Ce qui permet aussi de rendre moins brutale une éventuelle sortie. Ça, c'est important parce qu'il y a aussi trop de cas de gens qui ont fait rentrer des personnes au board au tout démarrage d'une boîte. Et puis, finalement, les personnes restent et on n'ose pas leur dire, bon, maintenant, on a évolué, etc. Il faut que tu t'en ailles. Je pense que l'anticiper dès le début, c'est une bonne manière de pouvoir gérer ça. Et après, on a des cas où, à l'inverse, dans notre collectif, on a un administrateur indépendant qui arrête pas de dire à une boîte, attends, ça fait quand même des années qu'on bosse ensemble, c'est peut-être bien que tu renouvelles un peu ton board. Ça fait 12 ans qu'il est au board. Bon, ça se passe bien, il y a encore des challenges. Les dirigeants trouvent que ça apporte de la valeur, ça apporte aussi une certaine pérennité dans le temps. Ça peut être aussi d'autres formats. Mais c'est vrai que dans les boîtes en forte croissance, on trouve que c'est bien de renouveler un peu quand même dans le temps. Alors nous, on pousse pour qu'il y ait une rémunération. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, quand il y a une rémunération, il y a des administrateurs, je parle dans les startups et scale-up, hein, je ne parle pas des entreprises cotées, mais qui sont potentiellement qui sont plus redevables, hein, qui sont pas juste en mode advisor, je suis là, finalement, je vous donne un coup de main bénévole, donc, si je suis pas toujours là ou si je suis pas au rendez-vous, c'est pas dramatique. La rémunération, elle acte quand même l'engagement de l'administrateur indépendant. Et puis côté startup, on reconnaît aussi que ça a de la valeur ce que l'administrateur apporte et ça pousse aussi à bien faire le choix de ses administrateurs. Euh, Dans le monde des startups, comme souvent ils n'ont pas beaucoup de moyens, il y a beaucoup un mix entre BSPCE ou BSA, ça dépend des situations, avec du vesting sur 3 4 ans et une rémunération fixe qu'il faut calculer au nombre de boards et sur ce qui peut se passer en amont et en aval de ces boards. Ça, c'est pareil, il y a un peu des débats dans l'écosystème sur le sujet. Est-ce que l'administrateur indépendant peut avoir un peu de part au capital, etc. Quand ça reste sur des niveaux minoritaires comme ça, pour nous, ça pose pas de problème d'indépendance. Et puis, on pourrait considérer que être payé, c'est aussi une forme de dépendance. Donc voilà, là, il y a une espèce de mix comme ça sur laquelle nous, on est plutôt alignés. Ce qu'on recommande aussi, c'est de faire un peu l'inverse d'une période d'essai. C'est dans une période d'essai, on se dit, bon, bah là, pendant quelques mois, n'importe quelle partie peut s'arrêter du jour au lendemain. Nous, c'est plutôt le contraire. C'est qu'on dit, pendant 6 mois, on s'engage et on remet pas en question l'engagement. Parce qu'il faut le temps aussi, il faut pas que l'administrateur se sente poussé à très très vite en board, commencer à prendre la parole sur tout n'importe quoi pour avoir l'impression d'apporter de la valeur. Donc, il faut se donner un temps d'observation aussi et de structuration des choses pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, éventuellement, là, on peut se dire, attends, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Mais d'avoir quand même ce premier temps d'acculturation qui est important. Parce que sinon, on peut très vite se dire, au bout de deux boards, parce qu'on s'est pas vu entre-temps, oh bah mince, en fait, cet administrateur, il m'a pas assez apporté de valeur, paf, je le fais sortir. Et en fait, c'est dommage parce qu'il faut aussi ce temps d'acculturation qui prend plus de temps que quand on rentre dans une boîte en tant que salarié. Donc ça, c'est important pour nous. Je sais plus à combien de temps je suis, donc si je suis trop en retard, tu me dis, Jean-Christophe. Là, je vous ai remis quelques bonnes pratiques d'administrateurs qui peuvent vous faire dire qu'un administrateur, enfin pour les entreprises que vous suivez, qu'un administrateur a plutôt la bonne posture. C'est qui propose de rencontrer quelques C-level, en accord avec vous évidemment, pas quelqu'un qui commence à appeler vos équipes sans vous en parler, mais parce que du coup, il va aussi sentir vraiment la boîte. Euh, Quelqu'un qui est contracyclique dans ses réactions, c'est-à-dire qui va être plutôt challenging quand tout va bien et plutôt essayer d'apaiser les choses quand tout va mal. Ça, c'est important. Ça doit être aussi quelqu'un d'équilibrant, l'administrateur indépendant.
Évidemment, quelqu'un qui ouvre son carnet d'adresses, on vient souvent chercher des administrateurs indépendants aussi pour leur réseau. Alors attention, l'administrateur indépendant n'est pas un bizdev en puissance. Il faut parfois se méfier de ce type d'arguments de choix. Et c'est pour ça que parfois on se retrouve avec des boards, avec des gens qui ont des super réseaux, mais qui sont pas forcément des bons board members. Mais quand même, quelqu'un qui se sent vraiment ambassadeur de la boîte et qui vous met en relation avec des gens, quand je dis vous, hein, les dirigeants entrepreneurs, ça, c'est quelque chose de très précieux et il faut qu'un administrateur indépendant se sente vraiment quand même partie prenante de cette boîte qui l'accompagne d'une certaine manière. Quelqu'un qui est assez réactif entre les boards, ce qui se passe en dehors des boards est aussi, voire plus important que ce qui se passe pendant les boards. Et surtout dans les startups, nous, et c'est pour ça qu'on parle aussi quand même de rémunération, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec les entrepreneurs entre les boards, à échanger avec eux sur certains sujets, à les aider à anticiper certaines réactions aussi. Et ça, l'administrateur indépendant peut vraiment avoir un rôle majeur là-dessus. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. Quelqu'un qui n'est pas du tout réactif, à un moment, faut se poser quand même des questions. Et quelqu'un qui va oser aussi, parfois, faire le médiateur, on en parlait tout à l'heure, le tampon avec les autres administrateurs, avec les investisseurs notamment, qui a ce courage-là dans certaines situations. C'est super important et c'est ce qu'on va attendre de ce type d'administrateur. Euh, et qui peut aller même jusqu'à la démission. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit un jour, écoutez, moi là, je suis pas du tout aligné avec cette décision, donc je vous propose de remettre mon mandat, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à dire, en fait, moi, quand quelque chose ne me convient pas, même si je suis rémunéré, même si tout ce que vous voulez, que j'ai une part, etc., j'ai une éthique personnelle et j'ai des convictions qui font que je suis capable de sortir. Ça, c'est plutôt un bon signe aussi. C'est pas un déni de responsabilité, c'est un moment d'assumer qu'on n'est pas du tout aligné avec quelque chose, donc qu'on peut sortir du jeu, quoi. On peut le rattraper après, hein, mais voilà. Et enfin, pour finir, je vous donne quelques tips pour bien manager les boards en startup. Donc, nous, on recommande un board tous les 2 mois environ. Plutôt quelque chose d'assez dense et rapide en early stage, donc plutôt 2 heures et ensuite plutôt jusqu'à une demi-journée, une grosse demi-journée. Euh, D'avoir assez rapidement un lead director, quelqu'un qui soit pas forcément le CEO, c'est mieux, qui soit le garant de la coordination de ce board et de sa bonne avancée de faire entrer, comme je le disais tout à l'heure, les C-level sur leur sujet uniquement. Mais c'est important de les faire venir aussi, que ce soit pas toujours le CEO qui fasse remonter toutes les données de la boîte, mais que les C-level sentent que de temps en temps, ils ont la possibilité de participer au board. C'est important pour eux et c'est sain aussi pour le board de voir en direct certaines équipes. Euh, Ne pas hésiter, alors ça se fait pas souvent, mais c'est intéressant de faire une session entre les administrateurs et sans le CEO en fin de board. C'est quelque chose qui est plutôt pratiqué dans les pays anglo-saxons, mais qui est aussi un moment où finalement les administrateurs peuvent se rediscuter ensemble de ce qu'ils voient aussi du management, etc., de ce pouvoir exécutif que représente le CEO. Et souvent, c'est vraiment, ça peut être un peu stressant au début pour un CEO, mais en fait, ça apporte beaucoup de valeur. Il y a des choses qui se disent avec beaucoup plus de transparence et qui arrivent à être remontées derrière au CEO. Donc, c'est assez simple de le faire et instaurer une évaluation annuelle du board pour aussi que les board members se sentent challengés. Donc ça, il y a plein de méthodes pour le faire, on pourra en parler. Et enfin, vraiment faire vivre, je le disais tout à l'heure, faire vivre la relation aux investisseurs en dehors du board et aux administrateurs indépendants d'ailleurs aussi, d'avoir des calls réguliers avec les différents membres du board en dehors des sessions officielles. Petite citation de chez nous. Le board est la racine d'un collectif puissant qu'il faut arroser. C'est pas un haïku, mais voilà. Sur les sujets abordés dans le board, pensez à envoyer un board pack 48 heures avant, idéalement. L'idée, c'est que le board soit pas un moment de reporting ennuyeux où on déroule des slides
que personne n'a lu, mais que vraiment on puisse avancer sur des prises de décision, sur des challenges de certains sujets. Donc, c'est aussi un travail pour le CEO d'anticiper ces choses-là, mais de le faire en amont. On n'apprend rien en board, surtout pas les mauvaises nouvelles. Balancer des bombes devant cette personne, c'est pas forcément une bonne stratégie. Donc, vaut mieux prévenir les membres du board en amont, les appeler quand il y a vraiment des sujets difficiles, préparer ce temps de board et vraiment en board. Travailler sur les plans d'action, les prises de décision collectivement, mais pas être dans une phase d'annonce, sinon déjà c'est hyper stressant pour les dirigeants et en plus c'est le meilleur moyen de crisper les investisseurs autour de la table, etc. Donc il faut vraiment anticiper ce sujet-là. L'objectif aussi du board, c'est vraiment de montrer comment la vision qu'on a vendue à notre collectif, à nos investisseurs, etc., se rattache à une exécution concrète. Donc ça, faut le montrer aussi dans les slides qu'on va présenter. Parler systématiquement de ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, expliquer pourquoi. Toujours slide PNL, runway cash, surtout dans les boîtes en forte croissance. Et une slide sur les focus du moment. Là, je suis dans des trucs assez pratiques, hein, mais parce que souvent les dirigeants nous demandent concrètement qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je présente, etc. Et enfin, une slide sur les décisions à prendre. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Alors, on a très certainement des questions et des Pas de remarques. questions? Ok, donc je finis et puis on les reverra après. Les grands sujets qu'il faut Exactement. systématiquement aborder, les questions budgétaires, rémunération, révocation du dirigeant, c'est aussi un sujet de board. Et toutes les grandes décisions exceptionnelles, rachat, rapprochement, etc. Ça, c'est vraiment typiquement les sujets du board qui sont vraiment le cœur de ces sujets du conseil d'administration. Et ce que je vous montrais dans la première partie sur cette slide de la board story. Ensuite, avec la croissance, on peut mettre en place des comités spécifiques. Vous les connaissez dans les grands groupes, mais les comités d'audit, comités de rémunération, etc. Mais ça peut se mettre en place même dans des gros scale-up avant un IPO, etc. Donc ça, c'est des choses c'est aussi des bonnes pratiques de travail qui se mettent en place quand l'entreprise croît. Là, je vous ai mis quelques éléments plus pour la prise de décision, mais je vais pas détailler. Et donc, on peut s'arrêter là, parce que je crois que je suis un peu longue sur le temps. Et donc, s'il y a un point que vous retenez là autour de la table, vous qui êtes si nombreux de cette présentation, ce serait quoi? Ou un point que vous trouvez qui manque? Écoute, Oui. il y a plusieurs sujets en fait très intéressants Ouais. là-dedans. D'abord, il y a un point qui est, les gens qui connaissent bien Melsion trouvent que le sujet est un peu étonnant venant de nous. Euh, Oui. euh, En fait, non, mais de par le biais que tu utilises toi, nous, on est très intéressés par l'idée du board, mais pas pour les mêmes raisons, puisque nous, Ouais. on recommande à nos clients de ne pas aller chercher des investisseurs ou Ah en oui, tout cas évidemment. de ne pas se mettre en situation de dépendance. Mais néanmoins, on recommande à nos clients à la fois de prendre de la distance par rapport à leur entreprise, c'est-à-dire être capable d'avoir une entreprise qui vit sans eux, et Mm. la constitution du board fait partie des choses qui vont aider. Et puis, on recommande à nos clients, pour avoir une meilleure décision, de se confronter à des opinions différentes et à des opinions notamment qui n'ont pas le problème d'être face à leur boss et de ne pas oser dire ce qu'ils savent et ce qu'ils croient. Donc, toi, c'est très important pour nous de travailler sur cette notion de board et en fait, on est très intéressé par les process que vous mettez en place, le mode de management du board qui est une vraie utilité et un savoir-faire qu'il faut développer chez la plupart des entrepreneurs qui n'ont pas ça. Mais Oui, tu parce que vois, finalement, le rôle de Melsion, c'est aussi cette prise de recul. Enfin, pour moi, vous êtes un peu dans ce que j'appelle cette proto-gouvernance avant un board plus structuré, obligatoire, enfin, ou obligé par la vie de la boîte dans le cas d'investissement. Mais oui, le rôle que vous avez, il a aussi cette vertu-là, quoi. oui, et Même si alors, vous êtes dans un rôle très orienté dirigeant, on en parlait lors du séminaire exactement. Melsion, et que le board, alors il y a ceux qui représentent vraiment les actionnaires purs et durs, et puis l'administrateur indépendant, en tout cas en France, c'est comme ça qu'il est conceptualisé. euh, il a plus ce rôle d'être garant de l'intérêt de la vie, de la pérennité de la boîte, qui à un moment quand même n'appartient plus complètement.
que à son dirigeant fondateur, même s'il n'a pas de levée d'argent. C'est-à-dire qu'à un Alors, moment, quand une boîte a un historique existe, etc., elle a des salariés, elle a une vie, elle a des clients, et donc un administrateur indépendant doit pouvoir prendre un parti qui n'est pas toujours celui du dirigeant dans certains cas. alors, deux Et points. Deux points. peut-être, Le premier Jean-Christophe? point, c'est que on agit aussi en tant que board member et c'est très utile pour l'entrepreneur d'avoir quelqu'un de son côté dans le board. Bon. Ça, c'est un premier point et donc ça nous arrive assez régulièrement. Mais le deuxième point, en fait, il est la question de la propriété est un vrai, vrai sujet pour nous. C'est-à-dire que, en fait, on s'oppose assez fondamentalement aux économistes qui décrivent l'entreprise comme une agence. Hein, la théorie de l'agence, c'est une théorie qui dit finalement, il y a le capital qui demande à un CEO qui va être un traître à sa classe de travailleurs. Et donc, demande au CEO de représenter le capital et de diriger le travail. Euh, et donc, finalement, c'est comme c'est dans cette vision finalement très marxiste que s'insère la notion de au board, il faut les représentants des actionnaires il faut donc que le, que l'administrateur soit représentant des intérêts des actionnaires. Alors on élargit en disant des actionnaires et des ayants droit autour. Et nous, on pense que non, l'entrepreneur, il est le propriétaire et il utilise des fournisseurs de capitaux comme il utilise des fournisseurs de ressources humaines, des fournisseurs de technologies, des fournisseurs de matières premières. Donc, l'orchestre, le chef d'orchestre qui fait travailler tout le monde ensemble pour le grand bien de tout le monde, mais pas aux ordres, en quelque sorte, du capital. Donc, on a... Ouais, mais ça, on est aligné là-dessus, hein, sur la voilà, partie administrateur indépendant, hein, quand même. c'est vachement intéressant parce que tu comprends que les termes et les mots qu'on utilise, en fait, quand ils viennent d'une vision marxiste de l'entreprise, hein, puisque cette notion de la théorie de l'agence, c'est véritablement une vision marxiste du monde dans lequel il y a le capital et le travail, c'est assez différent d'une vision entrepreneuriale. Hmm. Donc on fait toujours très attention à pas adhérer en fait enfin, au vocabulaire et aux Hmm. concepts qui viennent de là. Mais effectivement, encore une fois, il y a un véritable intérêt à monter un board et à bien le gérer à faire en sorte que ce board apporte des visions divergentes, contradictoires et enrichissantes. Ouais, justement, et soit pas dépendant uniquement de la vision typiquement des investisseurs. Parce que là, en l'occurrence, nous, on s'adresse à un marché qu'on connaît bien, qui est celui des startups et scale-up, donc qui forcément, à un moment ou un autre, dans la plupart des cas, finit par lever de l'argent, même si Melsion essaie de faire autrement. Et même si moi, je suis tout à fait pour le bootstrap, enfin, Ouais. voilà, j'ai plutôt souvent essayé de faire comprendre à certaines boîtes que c'était peut-être pas dans leur intérêt d'aller essayer de lever, parce qu'en plus, elles s'éloignent parfois du cœur de ce qu'elles ont vraiment envie de faire pour se conformer au fameux VC Game et au 10K de MRR minimum, etc. Donc là-dessus, on est plutôt aligné. Et justement, le fait de pousser à ce qu'il y ait des administrateurs indépendants mis en place assez tôt. Alors nous, on dit, attention, l'administrateur indépendant ne va pas toujours être d'accord avec vous, dirigeant, et va pas toujours faire les choses dans uniquement votre intérêt, mais va aussi vous challenger sur, en tout cas, encore une fois, l'intérêt de la boîte au sens large, etc. Mais c'est aussi justement pour contrebalancer des boards qui se sont souvent constitués dans une logique purement d'investisseurs qui apportent aussi des choses, hein. Attention, pour mes amis investisseurs qui verraient cette vidéo, je ne veux pas être blacklistée à vie. Mais voilà, et en même temps, ils sont assez conscients de ça, hein. Moi, je discutais encore avec des VC hier et avant-hier qui me disaient on se rend bien compte que c'est important d'avoir d'autres tiers et que c'est sain pour la boîte. Et finalement, c'est d'une certaine manière, à terme, aussi dans notre intérêt. Donc, ils en ont conscience. Mais il y a cet équilibre-là qui, pour moi, est fondamental et qui, je pense, est intéressant à prendre en compte assez tôt dans la vie de la boîte. Alors nous, on a des clients qui décident de lever de l'argent quelque part malgré nos conseils, et c'est leur droit. Non, mais c'est tout à fait légitime.
On a des clients qui ont levé de l'argent avant qu'on on commence à les aider. On a en fait un peu tous les cas de figure. Et donc, c'est pas un problème. Enfin, comment dire, ça fait partie des contraintes. Et puis, De la vie de la boîte, ouais, bien sûr. voilà, et des choix des entrepreneurs, etc. Patrick, tu voulais intervenir? Oui, il y a tout ce que tu as évoqué, bien sûr. Et puis, Louise-Marie, je voulais juste compléter en disant que on pense aussi que c'est très important d'avoir un espace pour l'entrepreneur, d'entendre les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et c'est pas seulement une question de taille d'entreprise. C'est-à-dire que là, il y a Mm. start-up, scale-up, machin. Nous, Ouais, on a eu des clients qui avaient 45 000 collaborateurs. C'était plus vraiment tout à fait une start-up, une scale-up, hein. Et ce qui était très important, c'est d'entendre la voix dissidente. complètement. Or, le board, c'est un endroit finalement codifié. Et si c'est bien managé, et pour ça, il faut des administrateurs indépendants avec du courage, parce que je sais que vous ne manquez pas. Pour pouvoir dire, ne serait-ce que, pas forcément pendant le board, mais avant ou après, Mm. à partir de sa fonction d'administrateur indépendant, je pense qu'on fait fausse route, par exemple. Ouais, complètement. Ou je pense que vous y allez un peu fort, Monsieur le Président, hein. Et donc, dans la liste des choses qu'il faut, à mon avis, noter comme étant utiles dans les qualités pour faire un bon board member, il y a le courage. C'est vrai que je crois que je l'ai dit à l'oral, mais je ne l'ai pas écrit. Tu as Et, raison. et, C'est un et en très bon fait, point, Patrick. d'autant plus que je sais que, que toi et probablement donc, tous les gens qui sont dans ce collectif ont ce courage de Mm. parler euh, et d'exprimer ce qu'ils pensent. Ça veut dire que c'est la Ouais, vérité, j'exprime simplement ce que je pense être juste. Et pourquoi? Bah, parce que bien sûr, l'entrepreneur, à un moment, il est obligé d'incarner l'entreprise et la stratégie qu'il a choisie. Donc il est ouais. un petit peu coincé, il va faire semblant de ne pas entendre les voix dissidentes. Et parfois, il a raison de ne pas entendre. Il faut passer à travers la broussaille, ça pique un peu, bon, bah voilà, mais enfin, c'est de l'autre côté que ça se passe, l'action. Donc, on passe à travers les ronces. De l'autre côté, de temps en temps, derrière la ronce, il y a la falaise. Et donc, il faut pas y aller. Et c'est ça qui est difficile, ce Mm. discernement si cher à Patrice, notre associé, qui dit, c'est jamais une réponse automatique. Donc, Complètement. expérience, courage, et puis un lieu où effectivement rien n'est garanti. Voilà, on a le droit de se parler. Il y a le secret du conseil, d'accord? Donc tout ce qu'on se dit, c'est secret. Ça n'empêche pas qu'une fois qu'on est sorti, on fasse front uni. Mais pendant le conseil, on a le droit de pas être d'accord. Mm. Complètement. Donc réussir. J'ai un autre élément en fait en rapport avec ta présentation. C'est que tu donnais des cas où le board allait devenir important et nécessaire. Et il y a un cas qu'on pourrait rajouter, qui est celui des entreprises familiales, où Ah oui. il faut effectivement garder le contact avec l'ensemble des membres du groupe familial. Donc on a évidemment tous les exemples du groupe Auchan et de l'association familiale Mullier, la FM, qui organise alors une vie des boards. C'est assez impressionnant le travail que ça représente pour eux. Donc ils s'assurent que dans chaque board, il y a bien des représentants des collaborateurs, mais d'autres sociétés du groupe et pas des représentants des collaborateurs du groupe, euh, Mm. des extérieurs et des membres de la famille qui vont d'ailleurs y trouver là un moyen de se former et de continuer à s'aligner avec la marche du groupe familial. Donc c'est probablement intéressant à ajouter dans ta présentation et, euh, Ouais. et Pour tout te dire, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la gouvernance. Ça m'intéressait à la gouvernance, c'est en travaillant sur la gouvernance des entreprises familiales et patrimoniales quand j'étais chez Visconti, pour le coup, avant de rejoindre Paris Co. Qui ont beaucoup travaillé sur la question de l'affectio societatis, etc. Je pense que ce sont peut-être les structures. Alors il y a les boîtes cotées qui ont toutes ces obligations-là, donc qui sont assez avancées sur ce sujet. Mais je pense que les entreprises familiales, alors entreprises familiales cotées encore plus, sont celles qui ont peut-être le plus de choses à nous apprendre sur ce sujet-là, parce que il y a tellement d'enjeux que en fait elles ont énormément travaillé sur ces questions.
Mais ça fait, c'est les premiers types de structures qui m'ont fait me pencher sur la gouvernance. Là, c'est vrai que nous, dans Board Project, on a choisi un angle très spécifique lié à notre écosystème et où parce qu'on trouvait que cet écosystème-là, justement, était très peu sensibilisé à la gouvernance. Alors qu'il y a d'autres, effectivement, dans les entreprises familiales, pour le coup, les enjeux de gouvernance sont beaucoup plus déjà avancés, etc. Nous, on venait répondre à quelque chose qu'on sentait de cet écosystème startup et scale-up. Mais tu as complètement raison. Les entreprises familiales sont passionnantes d'ailleurs sur le sujet et sont souvent un très bel exemple d'ailleurs de pérennité dans le temps. Malgré les gros problèmes, les gros fights qu'il peut y avoir régulièrement dans ce type de structure, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel aussi derrière. J'ai une amie qui est dans une entreprise cotée familiale. Toutes les semaines, elle a une nouvelle histoire à me raconter. Alors, elle ne me donne pas les détails parce que c'est confidentiel, mais justement, elle ressort régulièrement dans des situations un peu de fatigue, mais en même temps, c'est passionnant. Ouais. Moi, j'ai Merci. envie de rebondir, Louise-Marie. Déjà, un immense merci. La première chose que je vois, c'est que tu donnes à penser. Tu donnes à penser, quel que soit le stade, quelle que soit la religion qu'on puisse avoir sur les boards, les advisory boards, les boards plus formels. Et ça fait du bien. Il n'y a pas souvent un moment où on peut prendre de la hauteur et du recul. Je vais rebondir sur le point de Patrick, parce que pour moi, c'est fondamental. Ce qui est fabuleux dans ce que tu présentes, c'est que tu donnes un lieu, un temps et des règles, des codifications pour exercer le discernement. Alors, naturellement, il faut des qualités dingues côté administrateur, il faut un courage, il faut tout ce que vous avez partagé. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu proposes un lieu, un temps et des règles. Et fondamentalement, entre guillemets, c'est un peu notre cam, hein, chez Melsion. On se donne un lieu, un temps et des règles. On se voit une ou deux fois par mois avec nos entrepreneurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu permets d'aller plus loin. Et à nouveau, board, qu'il soit advisory ou plus formel, c'est comment on multiplie ces lieux, ces temps et ces règles qui permettent de la sécurité pour l'entrepreneur en théorie. Alors, il faut vraiment que ça aille jusqu'au bout dans cette logique pour lui donner de la sécurité pour pouvoir se confronter à des pensées différentes. Euh, et c'est là l'intérêt peut-être, euh, que ce soit pour nos clients ou pour des clients moins melsion, côté ou ayant levé des fonds auprès de VC, c'est comment on se crée, j'ai envie de dire, ces rites qui nous obligent à aller nous confronter. C'est compliqué d'aller se frotter à des avis différents, c'est compliqué de le faire en sérénité, mais paradoxalement, le fait de l'ancrer euh, et de le répéter de façon régulière en si investissant est absolument fait. Donc, si c'est absolument génial ce que tu as partagé. Et en plus, on a fait une synthèse en, je sais pas, 20-25 minutes, ce qui est rare. D'habitude, on a un snapshot. J'ai un peu dépassé, je crois. C'est ça que j'ai Mais, sauté un peu des trucs, mais. mais à nouveau, il y a la forme et l'esprit et il y a la distance qu'on est Voilà. Mais capable de là-dessus, donner. vous pouvez aller discuter aussi peut-être avec, que vous connaissez peut-être, hein, Jérôme Chasque, qui représente Advisory Board France et qui a monté le collège du dirigeant, et qui, lui, alors lui, défend vraiment la notion d'Advisory Board en dehors du board, en disant finalement le board, c'est les investisseurs, etc. Donc on ne se sent pas complètement libre, on n'est pas que au service du dirigeant. Et donc lui, il crée des cellules vraiment qui peuvent être temporaires hein, sur un sujet précis où il va aller chercher 5, 6 profils ou entre 3 et 6 profils, voilà. Pour aller challenger le dirigeant dans le cadre des advisory boards, qui a aussi vraiment qui a pas mal réfléchi à ces questions-là, qui est quelqu'un d'intéressant. Et nous, c'est vrai qu'on travaille vraiment sur ce board parce que comme par défaut, la plupart des boîtes qu'on voit à un moment, on les force à créer un board un peu plus institutionnel, on se dit comment on en fait quand même un levier de croissance utile et pas se dire, moi vraiment la boîte que j'ai eu au téléphone là, il y a quelques jours qui me disait, bah, j'ai mon board, mais bon, mon board il est bien sympa, mais c'est que des sujets financiers et puis c'est que des gens qui pensent la même chose autour de la table, donc il faut que je recrée une autre instance. Bon bah là, il n'a pas le choix, peut-être c'est déjà fait comme ça, il sera peut-être obligé de faire ça. Mais comment ce board quand même qui existe et qui prend du temps aux dirigeants devient utile et performant, surtout qu'il a un pouvoir potentiellement décisionnel en fonction de comment justement la gouvernance est structurée, pour moi c'est fondamental. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vraiment cherché à adresser ce sujet-là en particulier. Mais regardez aussi ce que fait Jérôme, c'est intéressant. Et Merci. c'est pour ça que c'est super, c'est que vraiment, tu nous fais prendre de la hauteur. J'aime beaucoup ce point aussi sur lequel tu as insisté, c'est la dernière chose, Non, c'est il est temps, Patrice. il est temps. Mais c'est cette capacité d'être Oui, exigeant, Bruna. c'est la capacité à être Et exigeant avec son et- board. et il y a Il fait Bruna que qui non, il attend faut pas depuis. s'endormir. Il y a Bruna qui attend depuis maintenant une demi-heure. Donc, Allez, je me tais.
Merci en tout cas, Louise-Marie. À très vite. Désolée, et en plus, Bruna, mais je promets que je regarderai le replay. Je suis obligée de partir parce que j'ai une réunion. J'ai promis que je rejoignais à 11h30. Je suis désolée d'avoir dépassé, vraiment, hein. Non, non, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai suivi le rôle des startups et des scale-up de loin, mais c'est vrai que merci parce que ça m'ouvre de nouveaux horizons et surtout après Ouais, une période où on pensait que les startups étaient vraiment au fond du trou, je pense elles vont avoir aussi besoin de ce regard extérieur. ouais, ouais, on est dans une phase Ouais, particulière là. ouais. Voilà. Merci, à bientôt. Merci. Alors,